Bonjour à tous, je me nomme Louis Blouin, je suis le directeur de mise en marché aux producteurs de bovins pour le comité et l'agence de vente bovins de réforme et veaux laitiers. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous recevoir pour discuter d'un sujet très important pour la mise en marché des bovins de réforme. Donc, c'est le sujet des délais d'attente suite à l'utilisation des antibiotiques et médicaments dans les troupeaux laitiers. C'est un sujet très important pour le comité bovin de réforme et veaux laitiers afin de s'assurer de livrer des produits de qualité qui respectent la réglementation tant canadienne qu'américaine. Donc, aujourd'hui, comme panéliste, nous avons Paul Baillargeon. Paul a terminé ses études de médecine vétérinaire en 1974, a travaillé auprès des producteurs de lait jusque dans les années 2000. Tu me corrigeras, Paul, si je me trompe. Donc, ensuite, suite à cette carrière en pratique auprès des producteurs de lait, il a joint l'entreprise Zoetis là, au niveau pharmaceutique jusqu'en 2016. Et depuis 2016, Paul travaille à titre de vétérinaire consultant, entre autres auprès des producteurs de bovins du Québec. Donc, Paul, je vais te laisser la parole. Pour le déroulement de l'activité, donc on est en webinaire. Si vous avez des questions au bas de votre écran, vous pouvez vous avez un menu et vous pouvez poser vos questions dans le menu au niveau du chat ou discussion, que ça peut s'appeler là, selon votre modèle de Zoom là, que vous avez sur votre ordinateur. Donc, moi, je vais prendre vos questions et je vais les relayer à Paul pour qu'il puisse répondre, soit au long de la présentation ou sinon aussi à la fin de la présentation, on va garder quand même une période là, pour répondre à vos questionnements. Donc, Paul, je te laisse la parole. Alors, bonjour tout le monde. Merci, Louis. Je partage l'écran tout de suite. Oui. Oui, tu peux y aller. OK. Partage. Bon. Ça me dit juste que l'animateur a désactivé le partage d'écran. Ça fait qu'il y a quelque chose que tu dois faire, Louis. Oui, tu peux y aller, c'est fait. OK. Alors, je réessaie. Bon, là, ça n'a plus de bon sens. Alors, bonjour tout le monde. Alors, on est réunis ce matin pour présenter un document qui a été monté à la demande du comité de mise en marché des bovins de réforme et des veaux laitiers. Et puis, on va diviser, alors le document en question apparaît à l'écran, c'est la page titre. On va diviser notre discussion en trois éléments. D'abord, brièvement, pourquoi un document de ce genre-là? Louis a fait allusion un petit peu, mais on va aller plus en détail. On va présenter aussi, on va parler de quelle façon la présence d'informations est organisée là-dedans. Et on va terminer avec quelques points qui sont particulièrement importants à noter, puis en même temps qui vont servir comme exercice pour montrer comment utiliser ce document-là. Alors, le document est accessible de deux façons. Il y a une version électronique, alors un document PDF, qui peut être téléchargé à partir du site web des producteurs de bovins du Québec et puis qui peut être consulté sur toute application finalement électronique, tablette, téléphone intelligent, ordinateur qui peuvent afficher un document PDF. Il y a aussi une version imprimée qui est disponible sur demande auprès des producteurs de bœuf du Québec. Alors, si vous consultez ce document-là, la première page, c'est la page titre qui va vous apparaître. Et puis, cette page titre-là est importante parce que, premièrement, elle précise. Est-ce que vous voyez ma souris ici, Louis? Je ne sais pas si vous la voyez ou si je dois me mettre. Oui, c'est bon, on la voit. Vous la voyez? Oh, d'accord. Alors, finalement, la page titre précise que ce document-là a été monté avec une collaboration de l'Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec. Et précise aussi, finalement, portez attention lorsque vous consultez le document à la date qui apparaît ici en bas à droite, qui indique la date de la dernière mise à jour du document. Le projet, c'est au moins une fois par année de mettre à jour le document pour s'assurer qu'il demeure pertinent finalement pour l'intérêt des producteurs. La page suivante, c'est une mise en garde.
Alors, les médicaments qui sont listés dans les tableaux du recueil sont tous homologués pour utilisation au Canada. C'est vraiment leur utilisation au Canada qui apparaît de façon primordiale là-dedans. Ce n'est pas tous les médicaments qui sont homologués pour les bovins qui sont listés. Alors, la sélection a été faite sur la base de leur utilisation courante, de leur importance aussi du point de vue des résiduels. Par exemple, vous ne trouverez pas la bouteille d'oxytocine là-dedans parce que c'est un médicament qui a peu d'impact au point de vue résiduel. C'est vraiment l'intérêt des médicaments qui apparaissent pour leur risque finalement en termes de résidus qui a primé pour la sélection. Peut-être rappeler aussi que la dérogation, l'utilisation en dérogation de l'étiquette est toujours permise au Canada à condition qu'un vétérinaire vous procure une ordonnance. Alors, tout ce qui est écrit là-dedans, c'est ce que vous pouvez trouver sur les étiquettes des produits, mais ça n'empêche en aucune façon un médecin vétérinaire, lorsqu'il le juge approprié, lorsqu'il en accepte la responsabilité, de vous prescrire le médicament pour une utilisation qui diffère de ce qui apparaît dans le recueil. Alors, ce document-là, clairement, ne remplace pas la consultation auprès de votre médecin vétérinaire. C'est au contraire, ça vise plutôt à l'encourager et à vous permettre de poser les bonnes questions lorsque un problème se présente. La deuxième page du document, c'est finalement la mise en contexte. Pourquoi, finalement, le comité de mise en marché des bovins, de réforme et des jeunes voulaient introduire ce document? Alors, le premier point, c'est qu'une grande partie des vaches de réforme du Québec, au cours des années, ça a été jusqu'aux 2 tiers des vaches vendues, des vaches de réforme vendues au Québec, ont été exportées aux États-Unis vers les abattoirs des Américains. L'industrie bovine québécoise est fort dépendante de cette mise en marché et doit la préserver. C'est la préoccupation du comité de mise en marché. Le deuxième point, c'est que les règles qui concernent les résidus médicaux peuvent être différentes pour plusieurs médicaments qui sont d'utilisation courante. Alors, il y a beaucoup de similitudes entre les médicaments qui sont utilisés chez les bovins au Canada et aux États-Unis, mais il y a aussi des différences importantes, en particulier pour les périodes d'attente qui sont recommandées dans les directives. Alors, l'objectif du comité de mise en marché, l'objectif principal, c'est de prévenir le risque de tout conflit ou de tout débat qui pourrait mettre à mal l'exportation des animaux aux États-Unis. On peut ajouter aussi un objectif qui est complémentaire, mais néanmoins important à mentionner, qu'on doit favoriser l'utilisation responsable des médicaments, en particulier des antibiotiques. Alors, aux yeux du public, l'utilisation des médicaments, on l'a senti au cours des 15 ou 20 dernières années, mais en particulier les médicaments, c'est une préoccupation qui va bien au-delà de la présence de résidus dans les aliments. L'utilisation des antibiotiques, par exemple, comme facteur de croissance ou même le développement de l'antibiorésistance, ont reçu beaucoup d'attention au niveau des consommateurs, dans les médias, etc., depuis quelques années. Alors, le terme « utilisation responsable » pour les médicaments est devenu une préoccupation, puis ce document-là entend aider, supporter à cette préoccupation-là. Alors, allons voir maintenant dans les pages suivantes comment l'information est présentée. C'est le genre de document qu'on ne consulte pas pour s'amuser, on consulte quand on a besoin. Il n'y a pas de plaisir à consulter ce document-là. La conception du document a été vraiment faite de le rendre facile d'accès et efficace lorsqu'on cherche une information sur un médicament. D'ailleurs, le graphisme des pages a été conçu par un spécialiste, un graphiste, qui avait cette préoccupation-là à l'idée au cours du développement. Alors, c'est la page 3 du document. Cette page-là, c'est une introduction à l'utilisation du recueil. Alors, vous allez y trouver la description des tableaux qu'on va étudier un petit peu plus loin, la description détaillée. Alors, la colonne de gauche, celle qui apparaît ici, liste les catégories, la catégorisation des médicaments qui a été effectuée dans le recueil. Alors, les 5 premières catégories sont des antibiotiques. Toutes ces catégories-là ici sont des antibiotiques. On verra un petit peu plus loin ce qui les caractérise. Et puis, les 2 dernières catégories sont des médicaments qui sont d'utilisation courante chez les bovins et puis qui sont des antiparasitaires et des anti-inflammatoires. Dans la colonne de droite ici, vous trouverez les définitions plus détaillées des champs qui composent les tableaux qu'on va étudier un petit peu plus loin. Alors, par exemple, la colonne, j'en ai pris une qui n'est pas trop longue,
difficile à lire. La colonne délai d'attente précise le délai d'attente qui est recommandé en jours. C'est toujours en jours lorsque le médicament est utilisé selon les directives qui sont présentées dans la colonne du tableau correspondant administration et dosage. Ce qu'il faut noter, c'est que le délai d'attente peut être différent entre le Canada et les États-Unis, puis c'est le but premier de ce document-là. La première étape, si vous cherchez un médicament, ce sera de consulter l'index qui apparaît à la page 4 de ce document-là. Alors, la page 4 liste tous les médicaments qui sont contenus dans le document. Et puis, lorsque vous cherchez le médicament, cherchez dans cette colonne-là ici, par ordre alphabétique, le nom commercial, la marque commerciale du produit. Alors, lorsque ces médicaments-là sont présents dans le tableau, ils vont tous apparaître dans cette liste-là. Et puis, c'est une liste qui va être remise à jour à chaque année selon la date qui apparaît sur la page couverture. La colonne qui est adjacente identifie le tableau dans lequel les directives ou les directives de chaque médicament vont être présentées. Notez qu'il y a une couleur, on va y revenir un petit peu plus loin. Cette couleur-là correspond à ce qu'on a vu dans la diapositive précédente et puis qui a pour but de faciliter, plutôt que de lire, on cherche le code de couleur dans les tableaux, la recherche de médicaments. La page suivante, finalement, présente tous les tableaux. Alors, essayez pas de lire là-dessus, présente tous les tableaux qui composent les 7 catégories de médicaments qui sont listés dans ce document-là. Chaque tableau est identifiable par une couleur distinctive. Alors, c'est celle qu'on vient de voir dans l'index, puis qu'on a vu dans la diapositive précédente aussi pour les catégories. Chaque tableau a sa couleur caractéristique dans le but de simplifier la recherche. Les 5, comme on a dit, sont pour les antibiotiques, et puis les 2 derniers, les 6 et les 7, sont pour les autres médicaments, les antiparasitaires et les anti-inflammatoires. S'il y a des médicaments, je le reprécise, s'il y a des médicaments qui n'apparaissent pas dans ces tableaux-là, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas autorisés chez les bovins. C'est à ce moment-là la consultation auprès du médecin vétérinaire ou de son ordonnance qui va vous donner l'information que vous recherchez. Alors, regardons de plus près ce qui distingue chacun des tableaux. Les 4 premiers tableaux pour les antibiotiques, c'est des médicaments qui sont administrés, ils ont tous la caractéristique d'être administrés par injection, alors, ou par voie orale en administration dans l'eau ou dans les médicaments, ou dans les aliments, pardon. Le tableau 5 présente aussi des antibiotiques. Alors, celui-là aussi inclut des antibiotiques, mais ce qui le distingue des autres, c'est que ces médicaments-là sont administrés par voie intramammaire. C'est des produits qu'on utilise pour le traitement de la mamite, ou par voie intra-utérine pour le traitement de la métrite. Et finalement, les 2 derniers sont les antiparasitaires et les anti-inflammatoires. Alors, ces médicaments-là ou cette catégorisation-là, finalement, on peut la regarder plus en détail dans les tableaux qui vont suivre puis qu'on va analyser pour leur composition. Alors, chacune des pages ou chacun des tableaux est accompagné d'une page verso ou en dos, si on peut dire, qui est une page à gauche dans le recueil, qui donne des informations qui sont pertinentes pour le tableau et puis qu'on va regarder d'un peu plus près. Alors, ce qui est entouré dans le moment, c'est le titre du tableau qui apparaît à droite. Alors, c'est les articles qui sont de catégorie 1, considérés comme de très haute importance en médecine humaine. C'est la catégorisation. Si vous allez un petit peu plus loin, on vous explique pourquoi Santé Canada a catégorisé ce groupe d'antibiotiques-là comme des antibiotiques de première importance. Alors, on lui dit, par exemple, qu'ils sont de très haute importance parce qu'ils sont essentiels dans le traitement d'infections graves et puis que surtout, il y a peu ou pas d'alternatives pour les remplacer lorsque ces conditions-là doivent être traitées. Alors, la Santé Canada a établi une définition qui s'appuie sur ce que l'Organisation mondiale de la santé avait publié, avec quelques petites différences. Essentiellement, il ressemble beaucoup. Troisième point qui est important, c'est que la section « À savoir », finalement, va vous donner une question qui est pertinente, finalement, pour une information qui est plus générale et puis qui va servir pour l'utilisation des médicaments. Alors, dans le cas de la page qui est à l'écran, on discute du pourquoi les antibiotiques sont devenus une préoccupation importante en santé humaine. On vous donne plus de détails comme ça.
La dernière section, finalement, va donner, est intitulée recommandations dans le cas de cette page-là. Et puis, va vous donner de l'information sur des sujets qui concernent l'utilisation des médicaments. Alors, dans le cas qui est présenté ici, on va discuter, par exemple, de la préparation qui est nécessaire pour l'administration d'un médicament. Une information qui peut paraître banale pour ceux qui effectuent cette tâche-là de façon routinière, mais qui peut devenir très importante si l'administration des médicaments est confiée à une autre personne, par exemple. Alors, c'est le genre d'information qui peut vous aider à vous assurer que la personne à qui vous confierez la responsabilité des traitements pourra le faire en toute connaissance de cause. Alors maintenant, regardons un peu plus près les tableaux. Tous les tableaux sont construits de la même façon. Alors la section qui est à gauche, qui apparaît à gauche dans ce tableau-là ici, si on regarde ça de plus près, la première colonne affiche la marque de commerce. C'est ici la marque de commerce, 180, c'est des noms que vous allez reconnaître, XNL, Exide, etc. Alors, c'est le nom qui apparaît sur l'étiquette, sur le flacon ou sur le contenant du produit que vous utilisez. Lorsqu'il y en a plusieurs, ces médicaments-là, dans le cas ici de l'XNL, alors il y a plusieurs produits de marques différentes qui sont disponibles sur le marché. Ces produits-là apparaissent par ordre alphabétique, comme dans la table index de la deuxième page. La deuxième colonne présente l'ingrédient actif. Alors, c'est le médicament comme tel, l'antibiotique ou la molécule qui est utilisée, la molécule au sens pharmacologique du terme. La plupart du temps, il y a très peu d'exceptions. La plupart du temps, il y en a seulement une. Alors, même s'il y a plusieurs marques de commerce, il y a seulement un médicament dans le cas de XNL, par exemple, et de ces génériques, il y a seulement un médicament qui s'appelle le ceftiofur. La troisième colonne, c'est peut-être la plus importante dans votre cas, c'est ce qui concerne la gestion de l'administration des médicaments. Elle est importante, cette colonne-là, pour son impact sur le risque de résidus dans la viande lorsque les animaux sont envoyés à l'abattoir. Alors, cette colonne-là précise le dosage. Alors, ici, en tout petit, vous voulez voir le dosage est administré à raison de 4,4 millilitres par 100 kg. Alors, on a fait attention pour que ce soit toujours en millilitres par unité de poids, 100 kg ou par kilogramme, etc. Le dosage peut varier selon l'indication qui est approuvée. Alors, il y a des médicaments comme, par exemple, l'XNL ici ou le ceftiofur, tous ces génériques aussi, ont 2 dosages approuvés. Ça peut finalement pas impacter la période d'attente. Dans ce cas-là, la période d'attente n'est pas modifiée. Mais dans d'autres cas, on pense au Nuflor qu'on va voir un petit peu plus loin, la période d'attente peut être influencée par le dosage. C'est important de respecter le dosage pour son impact sur la durée de la période d'attente. L'autre aspect qui est important, c'est le mode d'administration. SC, ici, ça veut dire sous-cutané. Et puis, cet aspect-là est extrêmement important pour ce qui est de la durée de la période d'attente. C'est important de le respecter. Alors, lorsqu'un médicament, comme par exemple, prenons-en un qu'on connaît bien, l'XNL, est permis pour administration intramusculaire ou sous-cutanée, c'est important de vous assurer qu'un ou l'autre de ces 2 modes d'administration-là est respecté. Allez voir ici un autre produit que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'Exide. Celui-là, c'est marqué sous-cutané, mais à la base de l'oreille. L'impact est énorme pour la période d'attente si cette recommandation-là n'est pas respectée. Un autre aspect important sur le mode d'administration, c'est la quantité à administrer par site d'injection. Les sites d'injection, en général, on considère que c'est, en autant que c'est 2 points d'injection qui sont distants d'environ 4 pouces, 3 pouces sur un animal. Et puis, la quantité qui est permise à être administrée est précisée sur les étiquettes. On a reproduit cette information-là dans cette colonne-là. Prenez un exemple ici, la formulation des produits peut avoir un impact. Alors, dans le cas du XNL RTU Easy, ici, l'étiquette autorise jusqu'à 15 litres d'injection par site. Ça signifie ça que lorsqu'on respecte la période d'attente qui a été associée à ce produit-là ou qui a été recommandée dans les directives pour ce produit-là, le site d'injection va pouvoir entrer dans la chaîne alimentaire. Parce qu'à l'abattoir, on n'autorise pas finalement que les sites d'injection observés puissent être retirés des carcasses. On va insister pour que le site d'injection soit conforme à la qualité de la carcasse. Alors, si jamais vous utilisez un produit comme un autre des génériques ici qui sont limités à 10 millilitres,
ben, assurez-vous de ne pas donner 15 millilitres par site parce qu'à ce moment-là, il y a un risque au point de vue de la durée de la période d'attente selon les directives qui ont été associées à ces produits-là. C'est important de préciser que toutes ces informations-là sont reproduites telles qu'elles apparaissent directives. Alors, un vétérinaire pourrait, sur ordonnance, modifier ces recommandations-là, mais il faudrait qu'il vous donne toutes les instructions pour vous assurer que période d'attente, par exemple, mode d'administration sont précisés dans ces directives si c'est en dérogation de ce qui apparaît dans ce tableau-là. Oui, alors, le tableau suivant. Oui, j'aurais une question concernant les catégories 1. C'est une question, on me dit, si je ne me trompe pas, il y a des catégories 1 dans les infusions intramammaires. Pourquoi ils ne sont pas mentionnés comme tels? Ils vont être mentionnés au tableau 5. Alors, au tableau 5, on va mentionner les catégories 1 qui sont utilisées pour administration intramammaire. Lorsqu'on regarde les 4 premiers tableaux, sont tous des médicaments qui sont soit administrés en injection ou soit administrés oralement dans l'eau de boisson ou dans les aliments. Alors, le 5e tableau, on va y venir, on va justement parler des catégories 1 pour cette raison-là. On les a séparés pour cette raison-là. Alors, ce tableau, la deuxième section de chacun des tableaux, encore une fois, je répète que tous les tableaux sont construits de la même façon. Cette section-là est divisée en 2 parties. Alors, il y a une partie qui sont les bovins de réforme et bovins d'engraissement, et une autre partie qui sont les veaux laitiers destinés à la production de viande. Les 2 colonnes de gauche, celles qui s'adressent aux bovins de réforme et aux bovins d'engraissement, sont divisées en deux parties ici. Alors, pourquoi on distingue les bovins de réforme, peut-être avant d'aller à la distinction des 2 colonnes, pourquoi on distingue ces 2 catégories-là? C'est que selon les règles de Santé Canada, les bovins du premier groupe, alors tout ce qui est bovins de réforme ou bovins, finalement, sont des ruminants qui sont fonctionnels. Alors, pour ce type de ruminants-là, les données scientifiques pour l'élimination des médicaments ont été produites par les pharmaceutiques, ont été révisées et ont été approuvées par Santé Canada. Tandis que pour le deuxième groupe, ce groupe-là est considéré comme non-ruminant fonctionnel. C'est essentiellement les veaux lourds, c'est les veaux qui sont destinés à la production de viande, selon la terminologie de Santé Canada. Et puis, dans ces cas-là, les données d'élimination n'ont pas été produites et puis la période d'attente doit être définie sur ordonnance vétérinaire pour ces cas-là. Même si l'utilisation est permise chez ce groupe-là, la période d'attente n'a pas été définie parce que la limite résiduelle maximale pour ce groupe d'animaux-là n'a pas été établie aux yeux de Santé Canada. Alors, si on revient à la division de la colonne qui vous préoccupe ici, la première colonne précise les exclusions. Alors, tous les médicaments possèdent une indication ou des indications, mais ces indications-là précisent les exclusions. Dans le cas, par exemple, du OS à 80, on précise que les bovins laitiers ne peuvent pas recevoir ce médicament-là selon les directives de l'étiquette. Alors, ça signifie concrètement que si un bovin laitier, ou techniquement, si un bovin laitier se présente à l'abattoir et puis qu'on découvre des traces de ce médicament-là, des traces du principe actif qui s'appelle le danoflaxacin, si on découvre des résidus de ce médicament-là dans un bovin laitier, techniquement, l'animal est en infraction puis la carcasse doit être éliminée. Alors, dans le cas du Bétril, par exemple, ce sera les laitiers qui ont plus que 20 mois. Alors, on pourrait administrer le médicament à des jeunes bovins laitiers, mais les bovins qui ont plus que 20 mois ne devraient pas recevoir ce médicament-là, etc. Alors, la deuxième colonne dans ce groupe-là ici précise le délai d'attente qui est recommandé au Canada. Alors, cette section-là est pour le Canada, pour l'utilisation de ce médicament-là selon les directives qui apparaissent dans la première section qu'on a vue ici à droite. Lorsque le médicament est utilisé selon ces directives-là, la période d'attente qui est ici peut être appliquée. Encore une fois, la colonne qui est à droite ne concerne pas les producteurs laitiers, puis aujourd'hui, on ne s'y intéressera pas parce que ce n'est pas le genre de production qui vous concerne. La troisième section à droite de tous les tableaux, c'est ce qui se passe aux États-Unis. On a des médicaments qui sont listés pour leur utilisation au Canada, mais lorsque les animaux s'en vont aux États-Unis, qu'est-ce qui arrive à ces animaux-là pour chacun des médicaments qui est listé? Alors, même les exclusions sont prévues. Alors, dans le cas du tableau qui nous concerne ici, il n'y a pas de différence entre le Canada et les États-Unis. Puis la période d'attente qui est ici
précisé aux États-Unis, alors selon les recommandations, les directives américaines, la période d'attente qui est recommandée aux États-Unis. Alors, on voit que ça peut varier. Au Canada, par exemple, ce médicament-là, ici, le Bétril, a 36 jours de période d'attente, tandis qu'aux États-Unis, il y a 28 jours. On va voir qu'il y a des situations qui sont différentes, où est-ce qu'aux États-Unis, la période d'attente est prolongée, puis c'est ce qui nous préoccupe particulièrement pour ces médicaments-là. Alors, on résume ça. Les deux sections de droite ne vous concernent pas. Et puis, c'est les deux sections qui sont attitrées au bovin de réforme. Alors, quelques points importants à noter, et puis qui vont servir en même temps d'exercice pour comprendre comment utiliser ce recueil-là. Si on y va plus loin, allons-y Paul, tableau j'aurais une par tableau. question. Une autre question, vas-y. Oui, c'est concernant les sites d'injection. Donc, la question, c'est combien de temps entre les injections sur un même site pour ne pas que ça compte pour pas que ça compte pour une seule injection? Est-ce que tu comprends la question? Oui, je comprends la question. En fait, l'information n'est pas précisée d'active. En fait, ça concerne seulement les médicaments qui doivent être administrés quotidiennement. La précaution élémentaire, ce serait de ne pas utiliser le même site jour après jour. Alors, par exemple, si vous utilisez, je prends l'exemple de la pénicilline, la dépocilline, la pénicilline blanche qu'on utilise couramment, essayez de faire attention à utiliser le même site d'injection jour après jour si vous traitez plusieurs journées consécutives. Mais c'est une question qui n'est pas mentionnée dans les directives. La question est pertinente. Attention, assurez-vous la recommandation, ce serait assurez-vous que vous utilisez des sites d'injection qui sont au moins à 4 pouces de distance l'un de l'autre pour administrer les médicaments-là. Si on revient, est-ce qu'il y a d'autres questions? Gênez-vous pas s'il y a des questions sur la compréhension. Une question comme la dernière est importante, je pense. Intervenez auprès de Louis qui va nous transmettre la question. Alors, revenons à tableau par tableau, finalement, les points qui pourraient être importants, attirer votre attention sur ces points-là pour leur impact sur l'objectif, finalement, de tout cet exercice-là, qui est de permettre la vente ou l'utilisation sécuritaire des médicaments, surtout lorsqu'ils vont aux États-Unis. Alors, dans ce cas ici, prenons cet exemple-là, la quantité, puis ça revient un peu à la question qui vient d'être posée, la quantité injectée par site d'injection peut varier d'un produit à l'autre. L'Excenel, en particulier, est maintenant disponible sous plusieurs formulations, plusieurs marques différentes. Alors, ces quatre-là ici sont la même formulation, c'est l'équivalent de la formulation originale de l'Excenel. Celle-là ici est une variété ou une formulation un peu différente, celui qui s'appelle Easy. C'est toujours le même principe actif qui est présent dans ces médicaments-là, mais ça a un impact sur le mode d'administration. On l'a dit tantôt, l'Excenel Easy permet jusqu'à 15 ml par site d'injection. Et puis les autres produits, alors ces produits-là ici, assurez-vous de ne pas dépasser 10 ml par site d'injection, justement pour vous assurer que la période d'attente qui est uniforme, finalement, quel que soit le dosage utilisé, la période d'attente n'est pas modifiée. Mais pour que ce soit vrai, il faut absolument respecter la quantité à être injectée par site. On l'a dit aussi, l'oxyde, c'est important. Alors, le dosage est important et puis il doit absolument être administré à l'oreille. C'est important parce que ça affecte en aucune façon l'efficacité des médicaments. Le site d'injection n'a pas d'impact sur l'efficacité des médicaments. À peine un peu d'efficacité sur la rapidité de l'absorption, mais l'impact ne sera pas observable cliniquement. Par contre, si vous donnez de l'oxyde en sous-cutané, le traitement peut être efficace, mais la période d'attente passe de 13 jours à 3-4 mois. Alors, ça dépend au moins 100 jours de période d'attente. Et puis, je l'ai observé à quelques reprises. On se mélange dans les bouteilles et puis finalement, le produit est administré à un animal de façon sous-cutanée dans le cou, par exemple. Et puis, la période d'attente vient d'être prolongée de façon importante. Le plus vieil Excenel, celui qui est encore disponible sur le marché, il n'y a pas de générique pour ce produit-là encore. Il est utilisé couramment parce qu'il y a 0 période d'attente au Canada pour l'abattage, mais aux États-Unis, on l'a mis à 4 jours. Alors, c'est possible, et puis j'ai eu connaissance de cas où est-ce qu'on a utilisé l'Excenel soluble, l'Excenel, le sulfure sodium qu'on dit, en pensant qu'il y avait
0, puis lorsque l'animal est arrivé aux États-Unis, il a été condamné pour présence de ceftiofur dans les tissus. C'est important. Alors, deuxième tableau, les antibiotiques qui sont considérés comme de haute importance en santé humaine, la catégorie 2. Alors, ces médicaments-là ont aussi quelques caractéristiques qui sont intéressantes. Au Canada, on connaît depuis presque 50 ans maintenant la formulation Borgal, Norovet, Trimidox, c'était du Trivétrin à l'origine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce médicament-là n'est pas disponible aux États-Unis. N'est pas utilisé, n'est pas permis pour utilisation tout niveau résiduel qui serait retrouvé dans une carcasse est une infraction à la réglementation sur les résidus. C'est important que si une vache pourrait être commercialisée, de ne pas avoir reçu de traitement avec ce médicament-là. En fait, ce que la réglementation dit n'a jamais avoir été traité, mais en pratique, c'est probablement difficile à appliquer, avec un délai qui assurerait finalement qu'il n'y a aucun niveau détectable dans la carcasse de l'animal. Un médicament qui est d'utilisation beaucoup plus courante au Canada, où on l'utilise couramment, c'est les produits qui sont à base de pénicilline. Alors ça ici, c'est pénicilline à courte action qu'on doit administrer quotidiennement et la pénicilline à longue action qui peut, longue action, relativement longue action, on parle de répéter le traitement à 48 heures et puis qui a plusieurs particularités intéressantes. Alors, par exemple, ici, la courte action peut être utilisée à ce dosage-là avec un maximum de 15 millilitres par site d'injection. Alors, c'est un produit qui nécessite souvent des gros dosages et puis on est tenté de prendre une seringue, j'ai vu jusqu'à 50 cc pour administrer rapidement. Quand une vache est rendue à sa troisième injection, habituellement, on nous le dit, pour administrer rapidement avec le moins d'interférence possible de l'animal, rappelez-vous que ça a un impact énorme sur le risque de la période d'attente. Il n'y a pas d'exclusion pour ce médicament-là, ni au Canada, ni aux États-Unis, mais notez que la période d'attente au Canada est de 10 jours lorsqu'il est administré ce dosage-là avec cette quantité-là par site d'injection, tandis qu'aux États-Unis, la période est de 14 jours. La pénicilline à plus longue action, qui est plus rarement utilisée au Canada, au Québec, dans le temps que j'étais en pratique, en tout cas, les bovins laitiers en lactation sont exclus au Canada. On ne peut pas administrer ce médicament-là à des vaches qui sont en lactation, tandis qu'aux États-Unis, c'est pour tous les bovins laitiers. Alors, en lactation ou pas, si un bovin laitier se présente aux États-Unis avec des traces de ce médicament-là, il pourrait y avoir un problème. Surtout, notez la grande différence du simple au double, 14 jours au Canada, 30 jours aux États-Unis pour la pénicilline qui est à longue action. Troisième médicament qui est important à noter dans ce tableau-là de catégorie 2, c'est le Micotil. Alors, Micotil a maintenant 2 produits qui sont génériques au Canada. Ce qui est important de noter, c'est que ces 2 produits-là ne sont pas disponibles aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont seulement le Micotil. Qu'est-ce que ça a comme importance? C'est que le médicament doit être administré au même dosage au Canada comme aux États-Unis, mais le maximum par site d'injection pour le Micotil, c'est 10 millilitres, tandis que pour les 2 autres produits qui sont utilisés au Canada, le maximum par site peut aller jusqu'à 25 millilitres. Alors, vous voyez tout de suite le risque. Quelqu'un est habitué de travailler avec un des 2 génériques, puis un bon matin, il se présente avec du Micotil, puis l'animal aller aux États-Unis, l'animal, finalement, le risque de résidus détectables dans l'animal vient d'être augmenté de façon importante. Au Canada, il est interdit, comme aux États-Unis, pour les bovins qui sont en lactation. Alors, laitier plus que 20 mois ou laitier en lactation, c'est presque l'équivalent. Encore une fois, la période d'attente est presque du simple au double, 28 jours au Canada contre 42 jours aux États-Unis. Alors, un médicament est utilisé de façon prudente pour tout animal qui pourrait se ramasser commercialisé aux États-Unis. Oui, Paul, j'aurais une question. Vas-y. Concernant les quantités d'injection, quelle est la grande différence de retrait si nous administrons plus que la quantité par site d'injection? Écoute, il faut être créatif, mais le plus que j'ai vu dans le cas d'un animal qui avait été injecté avec de la pénicilline, c'est que pendant 11 jours de temps, on a eu des résidus détectables dans le lait. Alors, je ne sais pas à quelle quantité le producteur avait injecté. C'était 2 vaches, même élevage. Je me souviens de ce cas-là en particulier parce que c'était un cas extrême qui avait été opéré pour une chirurgie de caillette. Et puis, 11 jours après le traitement, la chirurgie de caillette puis le traitement antibiotique qui avait été effectué avec la pénicilline, ces 2 vaches-là étaient encore positives dans leur lait.
Alors, on ne peut pas quantifier, ce n'est pas linéaire, probablement ça peut varier d'un animal à l'autre. Le point important là-dedans, c'est assurez-vous de bien comprendre, bien connaître la quantité permise, parce que cette quantité-là permise par site d'injection détermine ou permet finalement la période d'attente qui est directive. J'ai une autre question. C'est concernant la pénicilline. Si elle est donnée en sous-cutané, le délai d'attente est-il le même? Si vous le donnez, je vais retourner à ma diapositive ici. Là. Alors, dans le cas de la pénicilline musculaire, c'est la raison pour laquelle il faut être prudent un instant. C'est la raison pour laquelle l'administration sous-cutanée, le code dont je vous parlais, c'était justement une administration sous-cutanée qui avait été effectuée, puis ça pouvait avoir contre. Pour le moment, il y avait deux. On avait administré le médicament de façon non conforme aux directives, puis en plus, on avait administré une quantité du médicament de façon non conforme aux directives par site d'injection. Alors, n'utilisez pas la pénicilline courte action, la pénicilline benzotinique, en sous-cutané chez une vache laitière au Canada, c'est le point important à retenir. Puis c'est important parce que pendant des années et des années, on a fait la recommandation de l'utiliser en sous-cutané pour permettre de plus gros dosages. Mais à cette époque-là, il faut se rappeler que les niveaux de détection des résidus étaient loin d'être ce qu'elle est devenue aujourd'hui. L'attention qui était portée à ça était loin d'être celle qui est aujourd'hui. Puis les techniques de dépistage étaient loin d'être celles dont on dispose aujourd'hui pour dépister les résidus. Alors, avec les HPLC, les laboratoires sont maintenant capables d'aller chercher des quantités en ppm, en partie par million, en partie par milliard à l'occasion, en ppb. Et puis, on est loin là, du petit test qu'on a tenu dans le temps là, de ces permissions-là. Alors, si on enchaîne, pas d'autres questions, Louis? Non, pas pour l'instant. Catégorie 3, les antibiotiques qui ont une importance modérée en santé humaine. Les deux points que je veux porter à votre attention sont ceux qui concernent l'Oxyvet. Alors, vous me direz, ce médicament-là n'est plus disponible. Effectivement, depuis plus qu'un an maintenant, je pense qu'il n'y a plus de médicaments disponibles au Canada qui contient l'oxytétracycline à 100 mg. Par contre, le médicament demeure homologué au Canada. Je sais qu'il y a des pressions ou des contacts qui ont été faits avec des pharmaceutiques pour ramener ce médicament-là, en particulier en industrie laitière, que les alternatives sont, avec la réglementation sur les classes 1 qui est devenue effective l'année dernière, les alternatives pour le traitement des vaches laitières sont devenues peu nombreuses. Alors, si jamais vous avez une bouteille qui vous reste dans votre armoire ou que le médicament redevient disponible, rappelez-vous ceci. Le médicament peut être administré en intramusculaire ou en sous-cutané. Alors, les deux options sont permises au dosage qui apparaît à l'écran. Ce qui est important, c'est que pour les vaches laitières, on précise le maximum qui doit être administré par site. Alors, c'est 10 millilitres par site d'injection. Si vous vous rappelez, si vous avez déjà injecté ce produit-là, ça fait plusieurs injections pour une vache de poids moyen. On peut faire 4 ou 5 injections, puis ce n'est pas un médicament qui est tellement intéressant à administrer. Par contre, pour les autres bovins, pas en lactation, on peut aller jusqu'à 20 millilitres par site. Alors, l'impact de ça est à la fois pour les résidus dans le lait et probablement aussi pour les résidus dans la viande, mais l'important, c'est que la directive le précise. 10 millilitres par site pour les vaches laitières. La période d'attente au Canada est de 18 jours et aux États-Unis, l'oxytétracycline est exclue. Ça, c'est important. Les vaches en lactation ne peuvent pas on ne peut pas utiliser aux États-Unis ce médicament-là sur des vaches en lactation. Probablement à cause de la période résiduelle dans le lait qui n'est pas déterminée. 4 jours de plus pour la période d'attente dans ce cas-là. Le médicament qui apparaît ici dans cette catégorie-là, le Zeleris, probablement très peu qui le connaissent, c'est un médicament qui s'est ajouté cette année, qui contient chlorphénicol, c'est du Nuflor, qui est en association avec un anti-inflammatoire qui s'appelle le Meloxicam. Alors, ce médicament-là ne peut pas être administré en lactation au Canada, doit être administré en sous-cutané avec un maximum de 15 millilitres par site d'injection. La période d'attente est de 56 jours. Alors, c'est comparable un peu au Resflor, c'est le même manufacturier, et puis la période d'attente est du même ordre que celle du Resflor. Ce qui est important, c'est que
aux États-Unis, ce médicament-là n'est pas encore disponible. Alors, si jamais vous injectez un animal qui n'est pas en lactation, mais qui se ramasse aux États-Unis à toi, puis qu'on détecte en particulier le méloxicam, parce que c'est la molécule qui est fautive dans ce cas-là, ben, vous risquez d'avoir une infraction, de vous faire rapporter à une infraction. Alors maintenant, pour revenir à la question qui a été posée au début, les antibiotiques qui sont administrés de façon différente que par injection ou par voie orale sont listés dans le 5e tableau. Vous allez reconnaître les marques commerciales, il y en a de moins, mais j'attire votre attention sur ceux qui sont pour administration intramamaire, la 17900, que tout le monde connaît, et puis les 2 versions de Spectramas pour le tarissement, puis une autre pour le laitier. Alors, ces médicaments-là sont beaucoup moins utilisés maintenant à cause de la réglementation sur l'utilisation des classes 1 qui est en vigueur depuis février 2020 au Québec. Et puis, tantôt, on demandait dans quelle catégorie ils sont. Alors, cette colonne-là, ici, pour ce tableau-là, précise la catégorie où le médicament est, à laquelle le médicament appartient. Sachez que, par exemple, le premier point important dans le cas de la 17900, alors, la catégorie est précisée, dans le cas de la 17900, le produit, dans tout le monde, n'est disponible qu'au Canada. Alors, il y a nulle part ailleurs au monde, il y a de la 17900 qui est utilisé, donc aux États-Unis, il n'est pas disponible. Et puis, si un des produits qui composent cette formulation, parce qu'il y a plusieurs antibiotiques dans cette formulation-là, est détecté, ben, il y a un risque d'infraction. L'autre point important, c'est le Spectramas, qui, malgré la réglementation, finalement, peut encore être utilisé au Québec, mais sur ordonnance vétérinaire. Il faut noter que la période d'attente, de ces 2 médicaments-là diffère au Canada puis aux États-Unis. C'est probablement surtout important pour le Spectramas pour utiliser pour le tarissement, où aux États-Unis, il y a 16 jours, 3 fois plus long aux États-Unis qu'au Canada pour la période d'attente pour ce médicament-là. Les 2 derniers médicaments, la kélamycine, le métricure, c'est des médicaments qui sont utilisés essentiellement par les vétérinaires. Les 2 médicaments sont utilisés pour le traitement de la métrite en infusion. Ces 2 médicaments-là contiennent des antibiotiques qui sont utilisés par voie injectable, mais la période, qui possède une limite résiduelle maximale définie autant au Canada qu'aux États-Unis, mais aux États-Unis, les produits ne sont pas disponibles, puis surtout parce qu'ils sont administrés d'une façon différente, alors, localement au niveau du PI ou localement au niveau de l'utérus, leur période d'attente est différente de celle qui est autorisée pour les mêmes antibiotiques lorsqu'ils sont administrés par injection, par exemple. Alors, pour les bovins laitiers au Canada, la kélamycine a 18 jours de retrait. Le métricure, qui est essentiellement la même chose que le céphalac ou le céphadret, a 2 jours de retrait pour la viande. Rappelez le céphalac, céphadret, si je me souviens bien, ils ont au moins 21 jours de retrait. Alors, on a terminé. Paul, j'aurais une question concernant le 17900 qui devrait ne plus exister. Donc, pourquoi il a été inséré dans le cahier? La 17900 existe toujours. Elle est disponible pour combien de temps, on ne le sait pas. C'est la décision du manufacturier. Mais la 17900 est toujours disponible au Canada, puis peut être utilisée d'ailleurs, elle est utilisée ailleurs qu'au Québec, dans le reste du Canada. Mais au Québec, peut être utilisée à la condition que chaque utilisation soit notifiée dans vos dossiers avec une note du médecin vétérinaire qui l'a autorisé. C'est la même réglementation que pour le Spectramas. Finalement, tous les classes 1 au Québec peuvent être utilisées pour des fins thérapeutiques, ne peuvent plus être utilisés pour des fins de prévention, mais peuvent être utilisés pour des fins thérapeutiques, lorsqu'un animal est malade, essentiellement. Mais chaque utilisation doit être notée dans vos dossiers. Chaque utilisation doit être notée individuellement dans le dossier des animaux avec une note du vétérinaire. Le vétérinaire doit garder une note de ces notifications-là dans ce dossier. C'est la réglementation. Alors, la 17900 existe toujours au Canada. Pour combien de temps, bon Dieu sait, mais elle existe toujours, puis elle peut être utilisée à la condition que je viens d'expliquer. Alors, si on termine, pas d'autres questions, Louis, ça va? Non, on n'a pas d'autres questions pour l'instant.
Alors, passons finalement aux deux derniers tableaux. Celui-ci, c'est les anti-inflammatoires. C'est des médicaments qui sont utilisés pour contrôler l'inflammation. Par exemple, vous avez un animal qui a de l'enflure du pied, on peut donner un anti-inflammatoire pour diminuer cette inflammation-là, et aussi pour contrôler la douleur. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce tableau-là? L'anafène, qui est un produit d'utilisation courante au Canada, peut être utilisé en intramusculaire ou en intraveineuse. Alors, contrairement, par exemple, à la flunixin ou à la banamine qui doit être utilisée seulement en intraveineuse, l'anafène au Canada, qui est un médicament de la même catégorie, peut être utilisé de 2 modes d'injection au dosage qui apparaît à l'écran. Savoir qu'aux États-Unis, ce produit-là n'est pas disponible. Alors, tout niveau détectable dans un animal de cette molécule-là, qui s'appelle du kétoprophène, est considéré comme une infraction. Un autre vieux médicament, le dexaméthasone, alors ça existe depuis le début des années 60, c'est un médicament qui a été utilisé de beaucoup de façons différentes. Si vous regardez son étiquette ou les directives de son étiquette, il n'y a pas de période d'attente qui est définie. Par contre, l'Ontario, au printemps 2020, a publié une note, le ministère de l'Agriculture en Ontario a publié une note pour indiquer que dorénavant, en Ontario, on a des vaches qui vont en Ontario pour l'abattage, les animaux, les carcasses, seraient dépistés de façon aléatoire pour la présence de ces médicaments-là. Par exemple, si un inspecteur observe un site d'injection, il va soumettre l'échantillon au laboratoire. Si on y trouve le principe actif de ce médicament-là, qui est du dexaméthasone, il pourrait y avoir condamnation d'une infraction réglementaire pour ce médicament-là. Alors, dans ce cas-là, étant donné qu'il n'y a rien sur l'étiquette, c'est de consulter l'ordonnance vétérinaire et de demander à votre vétérinaire une recommandation si vous avez à utiliser ce médicament-là pour un animal qui pourrait aller en Ontario. Même préoccupation aux États-Unis, il n'y a pas de période d'attente. Et puis la recommandation, il n'y a pas d'infraction non plus, mais la recommandation serait de consulter l'ordonnance vétérinaire pour cette situation-là. Alors, c'est une situation particulière. C'est pas Santé Canada qui a précisé ça, c'est vraiment le ministère de l'Agriculture en Ontario qui l'a précisé. Le ministère de l'Agriculture au Québec ne l'a pas fait. Mais si un animal allait, il pourrait y avoir un problème lors des dépistages aléatoires qui sont effectués. Dernier point, médicament qui est de plus en plus utilisé, Metacam, puis maintenant qu'il y a deux génériques qui sont disponibles sur le marché. C'est utilisé, par exemple, pour le contrôle de la douleur des castrations, des écornages, ce genre de choses-là. Peut-être chez tous les bovins de toutes les catégories. Le produit n'est pas disponible aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle le Zéléris qu'on a vu dans le tableau précédent doit être utilisé de façon prudente si on l'utilise pour aller aux États-Unis. Et tout niveau qui est observé ou détecté pourrait être considéré comme fautif. Il manque un tableau dans mon affaire, je ne sais pas pour quelle raison, les antiparasitaires. Ah non, c'est vrai, les antiparasitaires, je ne l'ai pas inclus parce que les antiparasitaires ont une parfaite uniformité entre le Canada et les États-Unis. Alors, les mêmes directives qui sont utilisées au Canada et aux États-Unis s'appliquent et puis ne posent pas de problème particulier pour l'exportation. Alors, mot de la fin, ce document-là, comme on l'a dit au début, va être pas disponible de façon document imprimé en contactant les producteurs de bovins du Québec à l'adresse qui apparaît à l'écran. Et la version électronique va être aussi disponible sur le site des bovins du Québec. Le mot de la fin, ce serait, à mon avis, utilisez-le. Ce document-là va vous être utile pour retrouver facilement de l'information qui pourrait diminuer les risques de résidus dans les animaux que vous envoyez à l'abattoir. Puis peut-être aussi de façon accessoire, lorsque vous avez à former quelqu'un pour l'administration des médicaments, ce document-là contient toutes les informations qui sont essentielles à maîtriser pour éviter les risques qui sont associés à leur utilisation. Alors, période de questions, le webinaire est enregistré, Louis l'a dit tantôt, puis va être disponible en différé. J'imagine qu'il y a une communication qui sera publiée là-dessus. S'il y a des questions, c'est le temps. Oui, donc c'est ça. On peut attendre encore quelques instants si vous avez des questions, le temps que vous les écrivez. Donc, comme Paul vous disait, ce webinaire-là est enregistré. Il va être rendu disponible sur la page YouTube des producteurs de bovins du Québec. Comme Paul vous disait, nous allons faire des diffusions aussi pour en faire la promotion. Et comme Paul vous disait,
à l'adresse courriel de l'Agence Bovine Réforme et Veaux laitiers. C'est l'agence brvla@upa.qc.ca. Donc, si vous avez des questions concernant le sujet ou concernant le document, soit numérique ou papier, n'hésitez pas à nous écrire. On peut vous faire parvenir des copies à la demande ou en faire parvenir aussi aux syndicats régionaux là, pour des distributions aux producteurs en région. Donc, je n'ai pas encore d'autres questions pour l'instant. Donc, on peut-être peut. Une précision sur la question concernant la 17900. Là, il y a une personne très bien informée qui nous dit que la 17900 n'existera plus. Alors, je l'apprends en même temps que vous autres ce matin. Et puis, on va pouvoir l'enlever dans la prochaine mise à jour en 2022. En attendant, pour voir si on a d'autres questions, Paul, si tu pouvais élaborer un peu concernant les technologies lors d'inspection des carcasses des bovins de réforme, la sensibilité de ces nouvelles technologies-là. Si tu peux juste un peu élaborer là, comment que les tests sont faits ou. Sans être un expert de cette question-là, les animaux, il y a deux programmes. Il y a un programme de dépistage aléatoire. On va échantillonner au hasard des animaux pour voir si il y a des résidus détectables. Et puis, il y a un programme où est-ce que les animaux qui ont un profil particulier en entrant à l'abattage, alors soit qu'ils ne sont pas en bonne condition, après l'abattage, on observe des anomalies, par exemple un site d'injection, ces animaux-là vont être prélevés. Alors, habituellement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un test rapide qui peut être effectué sur les reins. Je crois que la plupart du temps, c'est les reins qui sont analysés. Si ce test-là est positif, à ce moment-là, les prélèvements vont être envoyés dans un laboratoire. Alors, une carcasse ne peut pas être condamnée au Canada sur la base d'un test rapide. Contrairement, par exemple, au lait, où est-ce qu'un test rapide peut condamner un chargement de lait, ce n'est pas le cas pour la viande. Et puis, si un animal réagit au test rapide, l'échantillon va être soumis à un laboratoire où est-ce que là, c'est une technique quantitative qui va être utilisée. Alors, on appelle ça un HPLC, qui est beaucoup plus sensible que beaucoup des tests qui sont utilisés pour le dépistage rapide, puis surtout qui permet de quantifier. C'est important, dans le cas des résidus pour la viande, c'est la quantification qui va déterminer s'il y a infraction ou pas, parce qu'il y a une limite résiduelle maximale qui est établie pour chacun des médicaments qui sont autorisés. Alors, lorsque cette quantité-là est dépassée dans l'analyse du tissu qui est soumis au laboratoire, il y a infraction. Sinon, même si le test rapide a été positif, l'animal ou la carcasse ne sera pas condamnée parce que le niveau résiduel détecté va être en deçà de la limite résiduelle maximale établie pour ce médicament-là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, merci. Vous allez trouver cette information dans le recueil d'ailleurs. Oui. On a une question concernant le temps de retrait. Est-ce qu'il peut être prolongé si l'animal n'est pas en santé? Par exemple, donne moins de lait ou ne mange pas beaucoup? Oui, c'est un gros débat. C'est que les temps de retrait ont été établis sur des animaux qui sont en santé. Alors, les limites résiduelles maximales qui servent à établir les temps de retrait ont été établis sur des animaux qui sont en santé. Et puis, généralement aussi sur des animaux qui sont matures physiologiquement, alors qui ont une certaine maturité, ça, entre des animaux adultes. Alors oui, les états physiologiques peuvent influencer la période d'attente. Et puis, un animal malade, de toute façon, ne devrait pas partir pour l'abattoir. Il faut prévoir une période de convalescence raisonnable pour que les recommandations, que les directives concernant la période d'attente soient applicables, finalement. Mais il faut dire aussi, en même temps, que pour tous les médicaments qui ont été approuvés, disons, au cours des 20-25 dernières années, Santé Canada applique systématiquement une marge de sécurité, par exemple. Alors, lorsque on détermine, si je prends l'exemple du ceftiofur, par exemple, c'est que le niveau résiduel où est-ce qu'on avait observé on avait fait des observations finalement qui étaient significatives, a été multiplié par 1000 pour établir la période, la limite résiduelle maximale, puis éventuellement la période d'attente. On le fait de façon beaucoup plus systématique en prenant en considération toutes ces variations-là qui peuvent survenir au niveau physiologique de l'animal. La recommandation générale, c'est respecter le dosage, respecter le mode d'administration, respecter la période d'attente, puis vous allez être en sécurité.
Merci, Paul. Donc, je n'ai pas eu d'autres questions. Donc, je crois que ça va mettre fin à ce webinaire. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup à Paul pour ton expertise et ta présentation. Donc, n'hésitez pas à contacter l'agence encore une fois ou à diffuser cette information-là lorsque nous allons faire la promotion du vidéo pour vos collègues. Juste un instant, je vais voir. Non, je n'ai pas d'autres questions. Donc, merci beaucoup à tous et à la prochaine. À la prochaine. Merci.